En liberté, la journée normale d'un cheval est rythmée par diverses activités. Ainsi, il consacre 60% de sa journée, soit environ 14 heures, à brouter de l'herbe. Il reste allongé à peu près 3 heures, soit 10% de la journée, sans rien faire. Il laisse reposer de la sorte ses os et ses articulations. Il reste debout environ 20% de la journée, sans rien faire de particulier, permettant ainsi au sang de bien irriguer l'ensemble du corps. Au cours de ces 5 heures, pendant lesquelles le cheval reste debout, l'appareil digestif se charge d'assimiler et de transmettre au cheval l'énergie contenue dans les aliments. Les 10% restants dans la journée, le cheval les passe à se déplacer. Il trotte et marche pendant environ 2 heures et demie, sollicitant ainsi ses articulations. En revanche, si l'on élève un cheval au box, sa vie change radicalement, car il n'a plus le loisir de se déplacer en liberté comme il le voudrait. Il passe alors 65% de sa journée dans le box ou dans l'écurie. Et pendant 15 heures, il ne fait rien d'autre qu'attendre que la journée se passe. Ainsi, lorsque l'on nettoie sa litière et qu'on le libère, le cheval cherche souvent à se coucher pour reposer ses articulations, rester inactif à supporter tout le poids du corps. Il reste ainsi une bonne partie de la nuit, pendant environ 4 heures. Au box, le cheval est nourri avec du foin et des céréales en grains. Il finit en général assez rapidement ses rations. En effet, il a été démontré qu'un cheval au box ne consacre pas plus de 15% de sa journée à s'alimenter, contre 60% pour un cheval au pré. En raison de ces bouleversements quotidiens par rapport à la vie au pré, on peut affirmer sans risque de se tromper qu'un cheval au box s'ennuie vraiment. Il faut cependant distinguer 2 sortes d'ennuis auxquels un cheval au box peut être confronté. Il y a d'un côté l'ennui de ne rien faire et de l'autre l'ennui de faire toujours la même chose. Le premier cas concerne les chevaux qui restent au box toute la journée, sans avoir la possibilité de marcher ou de se déplacer, excepté lorsqu'ils travaillent avec un cavalier. Dans ce cas de figure, le cheval s'ennuie dans son box. Il cherche alors des moyens de se distraire et commence à développer des anomalies du comportement et des vices d'écurie, comme mordre les portes, manger sa litière, mâchouiller les cordes, marcher sans interruption, avoir le tic de l'ours, ingérer de l'air ou bien se gratter sans raison. Quand on dit en revanche que le cheval s'ennuie parce qu'il fait toujours la même chose, on fait référence à une routine quotidienne, sans distraction ni stimulation. Faire le tour du manège avec des enfants débutants en selle, toujours dans le même sens et sur le même rythme, est loin d'être un divertissement pour le cheval. Certains entraîneurs pensent à tort que pour améliorer l'exécution d'un exercice, il faut le répéter indéfiniment. Or, un cheval doit être stimulé en permanence pour rester attentif à ce qu'il fait. Si l'on songe à l'inactivité quotidienne d'un cheval au box, l'idéal est de lui offrir des distractions. Et si nous n'avons rien à lui proposer, il faut les lui inventer. Disposer une pierre à sel dans son box. Placer dans ses rations de nourriture des petites pierres afin de l'obliger à trier et par conséquent à manger plus lentement. Ou bien encore faire en sorte qu'une ouverture dans son box lui permette de communiquer avec les autres chevaux. Voilà de bonnes solutions pour lutter contre l'ennui du cheval. Il existe également des jeux destinés à divertir et à faire travailler un cheval. Lorsqu'ils sont correctement utilisés, le cheval rentre dans son box pour se reposer et ne pense plus au temps qui passe et à un ennui qui le gâte. Si on a la possibilité de faire évoluer son cheval dans des enclos à l'air libre, il est conseillé de changer d'enclos chaque semaine. Le cheval va ainsi sentir les odeurs des chevaux déjà passés par là et n'aura pas le loisir de s'ennuyer. Car quand un cheval s'ennuie en travaillant, il tente souvent de sortir de la piste ou refuse carrément d'y entrer. Il cherche les autres chevaux, s'arrête sans cesse,
refuse de partir au galop et trotte sans conviction. Nous aurons alors l'étrange sensation de porter notre cheval plutôt que de nous laisser porter. Chaque fois que l'on monte un cheval, que ce soit dans le cadre de l'entraînement ou du dressage, il faut penser à changer régulièrement d'endroit. C'est un moyen efficace pour éviter l'ennui. Et des petits changements dans les indications ou dans les exercices suffiront à rendre le travail divertissant. Rappelons que les changements de rythme et de côté sont particulièrement appréciés. En somme, l'objectif est de divertir notre cheval pour qu'à son tour, il nous divertisse. Observer un cheval en mouvement est un véritable régal pour les yeux. Chacune des parties qui constituent l'arrière-main du cheval change en fonction de l'activité et de la discipline à laquelle se destine un cheval. Ainsi, un cheval d'endurance possède une musculature plutôt légère, car cette discipline requiert plus de résistance que de puissance. En revanche, un cheval de trait présentera une musculature puissante, lui permettant de tirer de lourdes charges, et ce même sur des terrains escarpés, difficiles ou boueux. Quant au cheval de travail, sa musculature sera bien proportionnée, avec des lignes harmonieuses. Ni trop marquées, ni trop creusées, elles s'adapteront parfaitement à ses fonctions. De la même manière, il doit aussi exister une corrélation entre l'arrière-main du cheval et le poids qu'elle sera amenée à supporter. Car si le cheval affiche une structure imposante, ses membres doivent être adaptés pour soutenir un tel poids. Il faut pour cela observer avec attention la conformation de la jambe ou membre postérieur de notre cheval. On va d'abord localiser la partie de l'arrière-main que l'on appelle la jambe chez le cheval. L'arrière-main comprend aussi la croupe, avec une structure osseuse composée du sacrum et de la hanche. On trouve ensuite la fesse et la cuisse, qui renferment l'os du fémur. Le fémur se projette vers le bas et vers l'avant et se termine à l'endroit de la rotule et de l'articulation du grasset. La jambe est donc formée de la partie inférieure des muscles de la cuisse qui, en descendant, s'insèrent à leur tour dans le jarret dont le tarse constitue l'ensemble osseux. Le rôle de la jambe est de donner de la puissance au cheval, mais également d'amortir les coups. Elle donne l'impulsion au cheval lorsqu'il part au galop ou quand il saute. Elle permet également d'aller de l'avant et fonctionne un peu comme un grand amortisseur en protégeant le reste de la structure. Pour bien analyser la jambe, il faut s'appuyer sur 4 critères. Sa structure musculaire vue de profil et de derrière, son angulation et sa mesure. De profil, on peut facilement noter le volume musculaire, et ce, à vue d'œil, en observant la largeur de la jambe. Pour les chevaux légers, on recherche de préférence une musculature souple et élancée, dans un souci d'esthétique et de qualité. Les chevaux lourds affichent eux une musculature plus imposante et plus développée. Ensuite, lorsqu'on observe la jambe de derrière, on doit apercevoir une légère proéminence qui confirme que le muscle aperçu précédemment de profil est correctement soutenu et qu'il sera opérationnel au moment voulu. Séparés par le jarret, la jambe et le canon doivent former un angle bien prononcé. Toutefois, plus cet angle sera ouvert et moins le cheval aura la capacité d'amortir les mouvements brusques ou bien encore de pousser ou de tirer. Une jambe trop droite représente un véritable obstacle, quelle que soit la discipline pratiquée. Il faudra donc éviter le plus possible ce défaut, et ce, toute race confondue. Enfin, pour finir, il faut mesurer la longueur de la jambe. Nous serons alors confrontés à des disparités évidentes selon les races, qui possèdent chacune des caractéristiques propres. Il existe en effet des races de chevaux dites dolichomorphes. Ce sont des spécimens longilignes, caractérisés par une musculature élancée et une morphologie légère. On trouve aussi des chevaux brévilignes ou brachymorphes.
Leur corps est plus rond et leurs jambes semblent plus courtes, du fait de leur ossature. Ces chevaux massifs peuvent ainsi exprimer toute leur puissance. Enfin, pour finir, il y a des chevaux médiolignes ou mésomorphes, qui présentent une morphologie moyenne, avec un corps un peu plus haut que large et des mesures bien équilibrées. Les jambes d'un cheval reflètent donc parfaitement ses qualités et nous indiquent s'il se trouve dans de bonnes dispositions pour telle ou telle discipline. Voilà pourquoi il est précieux d'observer avec attention cette partie de l'arrière-main. Un groupe d'éleveurs de chevaux utilisé pour jouer au polo a créé le 8 août 1984 l'Association argentine des éleveurs de chevaux de polo. Unifier et diffuser les critères de sélection et d'élevage des chevaux destinés à la pratique du polo, voilà les raisons qui ont poussé ces éleveurs à fonder une telle association. Parmi les objectifs de l'association, il y a la volonté d'améliorer le type du cheval de polo en fonction des prédispositions des reproducteurs à la pratique de ce sport, mais aussi de leur qualité morphologique, évaluée par une commission spéciale. C'est pour cela qu'un registre sélectif pour étalons et juments a été mis en place. Chaque année sont publiées les meilleures lignes de sang des étalons qui ont été approuvées, mais aussi celles des géniteurs de poulains et des jeunes juments, afin d'accélérer les processus de sélection et d'amélioration de ce type de chevaux. L'association encourage la reproduction et la sélection du cheval de polo, avec ses propres étalons et les juments qui sont la propriété exclusive des éleveurs. Le standard du poney de polo le définit comme un cheval dont la hauteur moyenne au garrot est de 1,56 m. On sait bien que les chevaux plus hauts sont plus rapides, mais moins agiles. Un cheval un peu plus petit, au contraire, perdra un peu en vitesse, ce qu'il gagnera en agilité. Le poids moyen d'un poney de polo, puissant et musclé, est de 450 kg. Son tempérament doit être sanguin et énergique. Les spécimens trop tranquilles ou exagérément nerveux sont écartés. En effet, un cheval trop calme peut rester sans réaction dans des moments où il doit être au contraire très réactif. Et à l'inverse, un cheval trop nerveux gaspille trop d'énergie au lieu de rester concentré lors d'un match par exemple. La tête doit être bien proportionnée et sèche, avec un front large et ample et un profil de prédominance rectiligne. Les mâchoires doivent être bien séparées et non coupantes. Ses oreilles bien placées, fines et pointues, ses grands yeux brillants et son regard vif donnent au poney de polo son expression caractéristique, avec un nez délicat et des narines dilatées et souples. La tête et l'encolure doivent être si possible de la même longueur et s'unir délicatement pour garantir l'agilité dans les mouvements. Il est recommandé dans la sélection d'éviter les encolures trop courtes et de veiller à ce que leur ligne inférieure soit droite ou légèrement concave, mais jamais convexe. L'épaule sera bien inclinée et l'on privilégie une épaule longue et musclée afin de favoriser la foulée et la course du cheval. Le bras sera long et musclé. En effet, c'est lui qui transmet l'énergie à la partie inférieure des antérieurs. L'avant-bras sera lui aussi long, large et fort, tandis que le canon sera court. Il faut en outre être très attentif aux lignes d'aplomb. Si les genoux se fléchissent trop en avant, il est possible que les ligaments soient trop courts, avec par conséquent un risque élevé d'étirement. Par contre, si les genoux partent trop vers l'arrière, il se peut que les ligaments soient trop longs et ne transmettent pas correctement l'impulsion, exposant ainsi les articulations. Les boulets doivent être amples et forts, avec un pâturon incliné et des tendons forts et bien dessinés. Le rôle du pâturon est d'amortir les mouvements, notamment lors des arrêts. Les ligaments doivent, eux, empêcher le boulet de trop descendre.
Le garrot sera oblique et fin, soutenu par un poitrail profond et pas trop large. Les côtes seront longues, arquées et bien unies. Des côtes suffisamment longues offrent au cheval un espace suffisant pour abriter de grands poumons, capables d'oxygéner avec l'aide du cœur tous les muscles sollicités durant les tchocas, les périodes d'un match de polo. Chez les juments, on privilégie des côtes plus larges et plus amples que chez les mâles, afin de faciliter une éventuelle gestation. Le dos doit être court et musclé, les hanches larges et rebondies, avec une croupe longue horizontale et de conformation harmonieuse. C'est à cet endroit que le joueur de polo prend place sur sa selle. C'est pourquoi on privilégie des chevaux avec un dos court et une croupe puissante. Plus le dos est long, plus il est fragile, et plus le risque de blessure est important. Il doit se dégager de l'arrière-main du cheval de polo, donc de la cuisse, de la jambe, du jarret et du canon, une sensation de puissance. En effet, cette région est soumise à rude épreuve lors d'un match de polo. Le cheval doit en effet être capable d'effectuer des démarrages foudroyants, des demi-tours brusques, des accélérations, mais aussi de supporter la force d'inertie d'un arrêt et de tourner très rapidement sur lui-même. En général, la queue du cheval est tressée et attachée durant le match de polo pour éviter qu'elle ne s'accroche avec le maillet, et la crinière est tondue pour le confort du cavalier et pour éviter que les crins ne s'en mêlent avec les rênes. Un cheval de polo doit présenter une peau fine, laissant apparaître le réseau veineux superficiel. C'est à travers la peau que le cheval ressent la pression de la jambe de son cavalier. Voilà pourquoi il est nécessaire qu'elle soit la plus fine et la plus sensible possible. Un cheval de polo en pleine action se doit donc d'être rapide, docile et très souple. Le cavalier doit ressentir le confort, la force et l'équilibre de sa monture dans toutes les allures, y compris à grande vitesse. Au galop, il oriente sa tête vers le bas, parallèlement au sol, libérant ainsi le champ de vision du cavalier. Les chevaux qui relèvent trop la tête gênent considérablement le cavalier. Enfin, idéalement, la ligne supérieure d'un poney de polo doit présenter bien nettement 3 courbes convexes successives, celles de l'encolure, du garrot et de la croupe. Pour qu'un poney de polo soit considéré comme tel par le jury chargé de l'évaluer, il doit être capable de garder le pas, le trot et le galop avec sérénité et aisance. Lancé au galop, il doit savoir s'arrêter net et tourner très rapidement d'un côté comme de l'autre. Lorsqu'il freine, il ne faut pas que le cheval relève excessivement la tête, ni qu'il s'arc-boute sur ses antérieurs ou qu'il saute. Les poneys de polo doivent répondre au mouvement léger du cavalier, avoir une très bonne vue des 2 yeux et tourner facilement et rapidement de tous les côtés. Un bon cheval de polo doit savoir donner toute son énergie lorsque son cavalier le lui demande, mais aussi être capable d'épargner ses efforts au moment opportun. Le cheval arabe est considéré sur la foi de fouilles archéologiques comme la plus ancienne race chevaline au monde. Pendant des siècles, ces chevaux ont traversé le désert, élevés et montés par les Bédouins. Ces derniers ont compris que les mouvements d'un cheval en liberté pouvaient fournir des indications sur le confort de ses allures une fois monté. La sélection de la race prenait donc déjà en compte 3 critères qui allaient devenir au fil du temps incontournables: la beauté, la résistance et le confort des allures. Bien plus tard, on a réussi à analyser d'un point de vue technique la mécanique des mouvements du cheval. Ces études, d'abord à travers des clichés photographiques, puis des images vidéo, ont permis de découvrir en détail en quoi consistait le rythme et la mesure des différentes allures. On a ainsi pu constater l'impulsion transmise au dos du cheval à chaque foulée. Tout ce que ces images et ces études scientifiques ont pu révéler, permettant de mesurer et de quantifier les mouvements du cheval, les Bédouins l'avaient déjà compris d'une certaine façon, en élevant et en sélectionnant cette race extraordinaire.
Par la suite, c'est en découvrant de manière certaine le rapport étroit entre les mouvements d'un cheval en liberté et le confort de ses allures que des éleveurs ont décidé d'organiser un concours de modèles et allures destiné à récompenser les chevaux démontrant les meilleures qualités dans ce domaine. C'est ainsi qu'ont vu le jour des concours appelés communément shows. Ces exhibitions se déroulent en général sur du sable, dans un manège aux dimensions variables en fonction de l'espace dont on dispose. L'objectif étant que l'espace en question laisse au cheval le loisir d'effectuer ses mouvements avec le plus de liberté possible. Les manèges trop petits sont donc vivement déconseillés. Les chevaux sont présentés en main, sans selle, avec juste un licol de présentation que l'on enlève ensuite pour démarrer l'exhibition. Les chevaux évoluent donc par la suite en totale liberté. Ils ont à leur disposition 2 minutes pour se déplacer comme bon leur semble. Il est préférable que les chevaux se déplacent d'eux-mêmes et non poussés ou stimulés par leur éleveur ou leur présentateur. Ils pourront ainsi démontrer naturellement leur caractère joyeux et énergique, caractéristique de la race arabe. Les chevaux refusant de se déplacer ou considérés comme trop flegmatiques ou paresseux seront pénalisés. Tous les mouvements devront être effectués exclusivement au trot. Le galop n'est pas accepté, car il ne permet pas de juger correctement la capacité naturelle du cheval à se projeter en avant. Les juges placés sur le côté extérieur du manège notent et évaluent en particulier les mouvements longs, rythmés et en suspension. Le cheval doit donner l'impression qu'il va s'envoler. Le port de la queue doit rester relevé, mais la queue ne doit pas se plier en avant, cela étant considéré comme un défaut majeur. La queue portée basse est-elle pénalisable, car elle ne reflète pas l'élégance caractéristique de la race. L'avant-bras doit se projeter bien en avant et les genoux se fléchir dans le mouvement pour soulever les sabots du sol, limitant ainsi au maximum le risque de chute. Les boulets ne doivent pas trop descendre sous le poids du cheval lorsqu'il se déplace, car cela trahirait une faiblesse des tendons. Les postérieurs doivent traduire une très bonne amplitude dans les mouvements, signe que le cheval est capable d'avancer sans produire d'effort. Il est fondamental que la mécanique des mouvements soit parfaitement synchronisée et que les aplombs soient réguliers, pour éviter que les postérieurs ne viennent toucher les antérieurs correspondants. L'encolure doit rester haute et la tête orientée vers le bas, de manière à ce que le cheval regarde vers l'avant et jamais vers le haut. Après les 2 minutes de présentation en liberté, le présentateur doit aller reprendre son cheval. Il dispose pour ce faire d'1 minute. Il doit réussir à faire freiner et arrêter son cheval avec le minimum de gestes et d'indications. Le cheval ne doit pas opposer de résistance et se laisser passer le licol pour être reconduit au box. Les shows, concours de modèles et allures, réservés aux pur-sang arabes, sont remportés aussi bien par des mâles que par des juments. Ils affichent lors de leur présentation en liberté toutes les qualités et les caractéristiques qui distinguent cette race si particulière. Au cours de son existence, un cheval peut être amené à recevoir des piqûres ou des injections, qu'il s'agisse d'un traitement préventif, curatif, complémentaire, ou bien encore dans le cas d'un diagnostic. Toutes ces situations revêtent une importance capitale pour les propriétaires ou les éleveurs de chevaux, car elles font partie du quotidien de la vie d'un cheval et doivent être effectuées avec le plus grand sérieux. Nous nous intéresserons ici aux différentes méthodes d'administration de médicaments et de vaccins en fonction des recommandations propres à chacun d'entre eux, avec pour objectif de limiter les éventuelles complications qui peuvent apparaître dans ces cas précis. Si les différents traitements et vaccins peuvent être administrés de plusieurs manières,
il est vivement recommandé de laisser le soin de ces opérations à un vétérinaire. Il y a d'abord la voie orale, dans les cas où le traitement doit se faire par la bouche, au moyen de seringues spécialement conçues à cet effet. Il est recommandé de privilégier des traitements sous forme de pâte, dont la texture compacte permet d'éviter que le cheval ne rejette le produit. Il faut introduire la seringue bien au fond de la bouche du cheval, toujours pour éviter qu'il ne la repousse avec sa langue. L'opération peut être facilitée avec des traitements doux ou aromatisés. Les voies d'administration parentérale les plus communes chez le cheval sont la voie intraveineuse, intramusculaire et sous-cutanée. À ce propos, rappelons combien il est fondamental de respecter les règles d'hygiène et de sécurité les plus strictes lorsqu'on soumet le cheval à une piqûre. Si l'intervention d'un vétérinaire n'est que trop conseillée, le respect des règles d'hygiène permet, lui, d'éviter des complications ultérieures, telles que la formation d'abcès ou le risque d'infection et de contagion. N'oublions pas que les chevaux adorent se rouler par terre et que l'espace entre la peau et les poils, souvent très sales, représente un vecteur important de contagion et d'infection. Avant de soumettre le cheval à une prise de sang, il faut localiser la zone concernée, puis la tamponner avec un coton imbibé d'une solution antiseptique de manière à bien la désinfecter pour éviter toute complication. Au moment de procéder au prélèvement, il faut soulever légèrement la tête du cheval afin de faire ressortir la dépression où passe la veine jugulaire, appelée justement le sillon jugulaire. Lorsque cette dépression est localisée, on appuie avec le pouce sur la partie basse du sillon. Cela constitue un obstacle à la circulation du sang vers le cœur, provoquant une inflammation qui va permettre de mieux localiser et palper la veine. Il faut savoir que la veine jugulaire est plus superficielle dans la partie supérieure du sillon. Voilà pourquoi il est recommandé d'effectuer le prélèvement en haut et perpendiculairement. Pour s'assurer que l'aiguille se trouve bien dans la veine, on peut légèrement tirer dessus pour voir si le sang pénètre dans la seringue. On pourra alors continuer l'opération. Dans le cas d'un prélèvement, le sang pénétrera dans la seringue par la seule pression de l'aiguille, si la veine a bien été localisée. En ce qui concerne la méthode par voie sous-cutanée, il est conseillé d'utiliser des aiguilles courtes et de choisir la zone entre la base de l'encolure et le poitrail. Cette région de l'avant-main du cheval est caractérisée par une peau lâche, facile à pincer et à soulever, permettant d'introduire une aiguille sans difficulté. Pour les piqûres sous-cutanées, il faut privilégier, dans la mesure du possible, la région du poitrail, en avant de l'épaule, là où la peau est bien lâche. Cette région étant soumise à davantage de mouvements, le traitement se diffusera plus facilement. Quant à la méthode par voie intramusculaire, il est conseillé de préférer la région de la hanche du cheval. De par sa masse musculaire, elle est elle aussi soumise à beaucoup de mouvements, notamment lorsque le cheval se déplace. Toutefois, cette méthode est la moins courante, car le risque que le cheval rue durant l'opération est bien réel. Afin d'éviter ce genre de mésaventure, une solution consiste à soulever l'un des antérieurs du cheval et à le maintenir en l'air. De la sorte, le cheval n'a plus la possibilité de s'opposer au traitement. Le côté de l'encolure est lui aussi souvent choisi pour les traitements par voie intramusculaire. Quelques centimètres avant le garrot, légèrement vers le bas, correspondant à la mesure d'une main, se trouve une zone sans os et dotée d'une importante masse musculaire. Il est donc conseillé d'utiliser cette partie de l'encolure pour les piqûres, de préférence le côté droit. Les chevaux travaillent en général beaucoup plus du côté gauche. Il faut donc éviter le plus possible de provoquer une inflammation de ce côté-là. Le travail quotidien avec le cheval s'en trouverait perturbé. Une fois la piqûre ou le prélèvement effectué, il ne faut jamais oublier de désinfecter à nouveau. On peut en profiter pour masser légèrement la zone concernée.
Il faut évidemment changer d'aiguille à chaque opération pour s'épargner, là encore, tout risque de contagion. Lorsqu'on administre un vaccin, il est indispensable que le cheval soit en bonne santé et bien alimenté. Il faut s'assurer en outre qu'il n'a pas de fièvre, qu'il n'est pas sujet au stress et qu'il ne couve pas de maladie. Si ces précautions ne sont pas respectées, l'efficacité du vaccin peut évidemment être limitée, voire nulle. Rappelons enfin que pour garantir l'efficacité d'un vaccin, la chaîne du froid doit impérativement être maintenue en dessous des 5 degrés. Là encore, c'est le vétérinaire qui sera le mieux placé pour décider du traitement nécessaire, des doses à prescrire et de la méthode d'administration qui convient le mieux, afin que les risques pour notre cheval soient les plus faibles possibles. L'instinct naturel du cheval le pousse toujours à aller dans le sens opposé à une pression. Il est donc normal, lorsqu'on tire sur une rêne pour le faire freiner, que le cheval réagisse en projetant sa tête en avant. Il s'oppose ainsi à la pression exercée sur sa bouche par la rêne. Le moniteur de dressage doit faire en sorte que cette réaction naturelle et instinctive se transforme en une sensation désagréable pour le cheval, afin que ce dernier soit dans l'obligation de trouver un autre moyen pour se libérer de la pression et qui de plus convienne au cavalier. Les rênes fixes sont un bon moyen pour faire comprendre au cheval, après quelques séances de travail, que c'est en allant dans le sens de la pression et non contre la pression qu'il peut s'épargner la sensation désagréable qui en découle. Ces rênes fixes sont dotées à leur extrémité d'un mécanisme permettant de les fixer facilement aux anneaux du filet. Selon les cas, on utilise soit des mousquetons, soit le traditionnel système de boucles. À l'extrémité opposée des rênes se trouve une autre boucle. Elle sert à régler la longueur et donc la pression des rênes. Chaque cheval possède une encolure dont la forme et la taille lui sont propres. C'est pourquoi il est nécessaire de pouvoir régler la longueur des rênes. De même, le réglage de ces rênes fixes va également dépendre de la capacité du cheval à apprendre et à intégrer le mécanisme de fonctionnement de cet enrainement. Si le cheval cherche à faire disparaître la pression de l'embouchure en tirant en avant, il va se rendre compte que c'est impossible. L'avantage avec ces rênes, c'est que le cheval apprend plus vite, puisqu'il lui est impossible de s'opposer à leur effet. Cependant, lorsqu'elles ne sont pas correctement utilisées, elles peuvent blesser la bouche du cheval. En général, elles sont réglées de manière à être suffisamment tendues pour exercer une certaine pression sur la bouche du cheval lorsque la position de l'encolure est naturelle. Pour éviter de ressentir cette pression, le cheval n'a alors d'autre choix que de fléchir la nuque. Si l'on constate que le cheval adopte une position exagérément fléchie pour se sentir à l'aise, cela signifie que les rênes ont été mal réglées ou bien qu'elles sont trop courtes. On parle d'un fléchissement excessif de la tête lorsque le cheval relève trop son front vers l'arrière, derrière la verticale. Les rênes fixes sont également utilisées pour obliger le cheval à travailler à la longe en position droite. S'il tourne la tête vers l'intérieur du cercle, il abaisse en général sa croupe. Par conséquent, il se désunit et perd son impulsion. Lorsque les rênes fixes sont correctement réglées, le cheval ne peut plus tourner sa tête vers l'intérieur, car la rêne extérieure l'en empêche. Il reste alors rassemblé et droit. En raccourcissant légèrement la rêne fixe extérieure, on oblige le cheval à rentrer son arrière-main vers l'intérieur, ce qui permet de faire travailler et de renforcer les muscles de la croupe.
On favorise de la sorte le rassemblé du cheval. Les chevaux dont le dos présente des faiblesses ont besoin de renforcer les muscles de cette partie de leur anatomie. Seul un travail régulier et intensif, avec la tête en position basse et le dos relevé, permet de renforcer la masse musculaire de la ligne du dessus. Dans ce cas, les rênes fixes seront réglées en position basse, parfaitement adaptées à ce type d'exercice. Les rênes fixes permettent également d'habituer un poulain à la présence d'une embouchure. Même une légère résistance de sa part suffira à lui faire sentir la pression des rênes et il découvrira alors une sensation nouvelle dans la bouche, mais indolore. Afin d'éviter des réactions violentes chez les chevaux sujets à problème, on peut, pour rentrer sur la piste, fixer ses rênes de chaque côté et utiliser dans le même temps une autre paire de rênes pour conduire le cheval. Avec des chevaux ayant une fâcheuse tendance à ruer ou à partir au galop, l'efficacité de ces rênes s'avère redoutable. Elles permettent en effet de garder en permanence un contrôle sur la tête et l'encolure du cheval. Tous les exercices d'abord réalisés au pas pourront ensuite être répétés au trot et au galop. La position de l'encolure changeant selon les allures, il faudra veiller à régler et à adapter la longueur des rênes. Lorsqu'on décide d'utiliser des rênes fixes, il faut que notre cheval se soit bien habitué à leur fonctionnement avant d'exiger de lui qu'il adopte des positions particulièrement fléchies ou rassemblées. Nous éviterons ainsi d'éventuelles complications. Et dès que nous aurons obtenu de notre cheval les positions désirées, le temps sera alors venu de le libérer et de laisser ses rênes fixes de côté. L'une des techniques les plus efficaces pour éviter les chutes durant le processus de dressage consiste à apprendre au cheval à freiner, et ce, avant de le monter, en travaillant au sol. Apprendre au cheval à freiner permet d'éviter les ruades de sa part. En effet, lui ordonner de freiner constitue un moyen de le contrôler dès qu'on le sent prêt à envoyer ses postérieurs. Rappelons que les exercices de dressage précédemment exposés sont très utiles pour réaliser correctement celui-ci. Une fois le cheval sellé, il faut relier les étriers entre eux avec une corde qu'on fait passer sous son ventre. Les étriers serviront durant l'exercice de guide aux rênes, tandis que l'on se positionnera derrière le cheval ou à ses côtés, à l'intérieur de l'enclos. On fait ensuite passer l'extrémité de la longue rêne, celle dotée d'un mousqueton, à travers l'étrier. Puis, on va la fixer à l'anneau supérieur du filet. On répète l'opération avec l'autre rêne, mais cette fois-ci en commençant par la faire passer au-dessus de la selle, du côté gauche vers le bas. Elle descendra jusqu'à l'étrier, passera à travers celui-ci pour aller se fixer à l'anneau du filet correspondant de l'autre côté. Le reste de la rêne restera de notre côté, afin que l'on puisse se saisir des deux rênes sans difficulté. On libère ensuite le cheval dans l'enclos dès que l'on s'est saisi des rênes. Il faut chercher à faire passer la rêne du côté extérieur, derrière la cuisse du cheval, puis, en la saisissant en son centre, la faire passer sur son jarret. Il se peut que le cheval cherche à fuir en voyant nos mouvements pour faire passer la rêne de l'autre côté. Il peut également réagir au contact de la rêne sur son jarret. La bonne méthode consiste à accompagner à l'aide des longues rênes les mouvements du cheval, mais sans tirer. C'est l'enclos qui va se charger de le contrôler, jusqu'à ce qu'il s'habitue à ces nouvelles sensations et finisse par se calmer. Les longues rênes que l'on utilise pour cet exercice doivent mesurer au moins 1 mètre de plus que la moitié de la largeur de l'enclos. Ainsi,
L'on pourra rester au centre de l'enclos sans risquer de perdre le contrôle de l'arène lorsque le cheval cherche à s'en libérer. Une fois que le cheval a retrouvé son calme, on peut alors commencer à lui apprendre à freiner et à s'arrêter. Il est conseillé de n'utiliser qu'une seule rêne pour l'arrêter, en l'occurrence, la rêne extérieure. Pour ce faire, il faut commencer à gêner le cheval à l'aide de la rêne extérieure, de manière à lui faire tourner la tête vers l'extérieur. Dès qu'il va s'exécuter, la proximité de la barrière va l'obliger à ralentir. Rappelons qu'il est préférable d'agir par petite pression plutôt que de tirer d'un grand coup sec. Une fois que le cheval a ralenti la cadence, effectuant un demi-arrêt, on relâche la rêne pour le récompenser. Il n'est pas nécessaire d'attendre que le cheval marque un arrêt complet. Cela viendra avec le temps. On recommence l'opération en le perturbant de nouveau avec la rêne extérieure. On constatera alors que le cheval cède désormais à la pression au lieu de s'y opposer. Il est alors probable qu'on parviendra à l'immobiliser avec la tête tournée vers l'extérieur de l'enclos. Si effectivement il s'arrête, il faut relâcher la rêne et attendre quelques minutes avant de recommencer pour que la récompense soit proportionnelle au travail fourni par le cheval. Par la suite, on pourra essayer de le faire s'arrêter en tirant légèrement sur les deux rênes cette fois, afin que le cheval reste droit. Enfin, pour l'inciter à avancer à nouveau, ce sera à nous d'avancer en premier, car notre corps transmet une impulsion au cheval, comme nous l'avons vu lors des séances de travail à la corde. On constatera progressivement qu'au pas, le cheval freine et ralentit à chaque fois plus facilement et calmement. Le moment sera donc venu d'effectuer l'exercice au trot et enfin au galop. Il existe de multiples raisons pour lesquelles un cheval cherche à ruer. Pour les connaître et les comprendre, il est indispensable de mesurer la part de responsabilité qui est la nôtre dans cet accès de violence exprimé à notre égard par notre cheval. Avant toute chose, on peut dire qu'il existe 6 raisons principales pouvant être à l'origine d'un tel comportement. Mais la première raison à de trop nombreuses ruades est incontestablement un dressage insuffisant. Bien souvent, en effet, le cheval tente de comprendre ce qu'on exige de lui, sans avoir le temps d'apprendre à réagir à ces nouveaux stimuli. Une action de la jambe trop brutale de la part du cavalier peut rendre le cheval nerveux et le pousser à ruer. Un usage excessif de la cravache peut également l'effrayer et provoquer une réaction inattendue du cheval. De même, une main dure sur la bouche d'un cheval particulièrement sensible est souvent la cause de ruades. On peut également songer aux innombrables éléments avec lesquels le cheval doit se familiariser, qui deviendront partie prenante de sa vie durant le dressage, mais qui lui sont dans un premier temps inconnus. Quand on parle de matériel inadapté, on pense notamment aux embouchures qui provoquent des lésions ou des douleurs à la bouche, sans compter les cavaliers qui tirent exagérément sur les rênes. Certaines embouchures trop sévères et coercitives sont ainsi clairement à l'origine de ruades de la part du cheval. De même, les sangles trop serrées ou placées sur une blessure déjà existante provoquent chez le cheval une réaction violente. Il en est de même avec les selles lorsqu'elles sont fixées à l'endroit de blessure ou d'inflammation du dos. En liberté, le cheval régule ses mouvements de manière à dépenser l'énergie précédemment accumulée, notamment en mangeant. En revanche, pour un cheval qui vit au box et dont l'activité est par conséquent limitée, les choses sont bien différentes. Dans ce cas-là, le cheval est nourri, mais bien souvent, il n'a pas la possibilité de dépenser son énergie. Il devient alors nerveux et cherche à bouger afin de brûler l'énergie qui est en lui. Or, si l'on cherche à ce moment-là à réfréner les velléités de mouvement et de défoulement du cheval, on s'expose selon toute probabilité à une ruade de sa part, qui sera pour lui un moyen d'essayer d'obtenir ce que nous lui refusons. En outre, certains chevaux ont un caractère spécial et bien particulier.
Ce sont les meilleurs, ou bien ils sont considérés comme tels, et c'est pour cela qu'ils sont difficiles. Si l'on désire par exemple bien figurer dans une course ou un concours, c'est l'un de ces chevaux qu'il faudra choisir. Mais l'on se trouvera alors confronté à une monture dotée d'un fort caractère, qui nous mettra à l'épreuve tous les jours pour tenter de nous dominer et de diriger les opérations. Ajoutons également que des douleurs encore inconnues hier peuvent faire leur apparition du jour au lendemain et être à l'origine de ruades. Enfin, nombreux sont les cavaliers qui, par manque d'expérience, se rendent coupables des ruades de leur monture. On ne peut pas apprendre à une personne à monter à cheval sur la base d'une vidéo de quelques minutes. Voilà pourquoi nous n'évoquerons pas en détail toutes les erreurs qu'il est possible de commettre en selle. Notre objectif est simplement de donner quelques conseils permettant de garder le contrôle de sa monture dans certaines situations. Tout d'abord, nous recommandons pour travailler avec des chevaux sujets à la ruade d'utiliser un chambon relativement court pour bien contrôler la tête. En effet, lorsqu'un cheval rue, il cherche à se libérer des rênes en agitant sa tête. Le chambon fixé à la sangle permettra d'éviter que le cheval ne s'oppose à nous et constituera une aide non négligeable. Il faut régler le chambon de manière à ce qu'il exerce une légère pression sur la bouche du cheval lorsque son encolure est dans une position naturelle. Ensuite, il est préférable de travailler à la longe jusqu'à ce qu'on sente que les chevaux à risque et ceux qui passent le plus clair de leur temps au box se détendent enfin. On peut, quand le moment nous semble venu, les laisser profiter de ce moment sans forcément rester en selle pour qu'ils se sentent libérés. Enfin, lorsque le cheval cherche à ruer, il est conseillé de ne pas chercher à l'arrêter, mais plutôt de le laisser marcher en effectuant dans la mesure du possible une volte bien serrée. On peut utiliser une rêne assez courte, tandis que l'autre sera maintenue bien lâche. On utilise le plus souvent la rêne située du côté gauche et avec la rêne droite, dans la main droite, on se tient à la selle pour ne pas toucher la bouche du cheval. Avec de petites pressions sur la bouche, mais sans tirer trop fort, on oblige le cheval à exécuter cette volte serrée. L'allure importe peu. Il faut simplement veiller en fixant un point précis de sa tête à ce qu'il ne l'agite pas trop. Contrairement à un cheval qui se précipite, nous devrons stimuler notre monture avec la jambe pour l'obliger à accélérer le pas, mais toutefois sans ruer. Dès que l'on sent le cheval détendre son dos et se relâcher, il faut alors essayer de le faire avancer droit. Il faut répéter l'opération tant que cela nous semble nécessaire, jusqu'à ce que le cheval comprenne que lorsqu'il rue, il se voit contraint d'effectuer une volte serrée, exercice qu'il n'apprécie que très modérément. Avec des chevaux particulièrement nerveux ou peureux face à une nouveauté, il ne faut pas exclure la possibilité de leur administrer des tranquillisants, destinés à les calmer dans ces moments-là, lorsqu'ils apprennent et découvrent quelque chose de nouveau. Le cheval ne sera pas long à comprendre qu'il est préférable d'avancer et d'évoluer sans ruer. Les activités ou les exercices n'en seront que plus agréables, aussi bien pour lui que pour le cavalier.